donc ça y est, je l'ai un peu appliqué celui-là. Je m'appelle Élodie Métier, ça fait 2 heures que je n'ai pas envoyé de mail et j'ai le sentiment d'avoir sauvé un ours. C'est ma contribution à la planète. Je suis également entrepreneur et sociétaire d'Omnicité depuis 2019 et j'ai le plaisir d'animer le débat qui va suivre. Alors, quand Estelle et Julien d'Omnicité m'ont demandé d'animer le débat sur le numérique engagé et responsable, je suis chouette, je me sens hyper concernée. Puis la seconde d'après, c'est en fait, je ne connais rien du tout. Donc, coup de bol, Estelle et Julien connaissent du monde, donc j'ai le plaisir d'être entourée par des gens compétents et qui vont pouvoir nous expliquer plein de choses. Alors, François-Xavier Petit, qui est le directeur général de Matrice, qui nous accueille ce soir. Lorraine de Montenay, qui est consultante en transformation des organisations, membre du collectif Green IT et co-auteur de l'étude sur les impacts environnementaux du numérique en Europe. Anne Saubry, alors j'espère que j'ai bien le bien. UX and UI designer, experte en éco-conception et membre de Designer Éthique. Et également Thierry Cavalet, directeur de projet chez Boîte. J'ai bien dit, hein. Sur le site communauté d'Omnicité. Et Bertrand Denoncin, développeur chez Fairness. Alors, on va commencer par ceux qui nous accueillent. Donc, François-Xavier Petit, présentez-nous un peu Matrice. Et puis après, on parlera également d'un projet que vous avez monté au sein de Matrice. Exactement. Bonsoir à tous. Bienvenue chez nous. Bienvenue à Matrice. On est ravis de vous accueillir Omnicité. Alors, Matrice, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas toujours moi-même la réponse. Matrice, qu'est-ce que c'est? C'est un institut d'innovation technologique et sociale. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé, mais néanmoins, je vais quand même rentrer un peu dans le détail. L'enjeu est de dire, si on adresse sérieusement les questions de transformation qui sont devant nous et qui sont absolument nécessaires, les questions de transition, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient écologiques évidemment, qu'elles soient culturelles, alors en vrai, on ne peut plus le penser canal par canal, acteur par acteur, secteur par secteur, et se éviter et se passer de la possibilité de les travailler en commun. Pour dire les choses concrètement, on travaille par exemple aujourd'hui sur la transformation d'un hôpital, où à l'origine, on est venu nous chercher d'ailleurs en disant est-ce que vous pourriez nous aider à faire un outil miracle qui réglerait tous les problèmes de l'hôpital. Si ça tenait dans une application, ce serait chouette. Mais il se trouve qu'en réalité, un cas comme ça suppose potentiellement des outils numériques, un peu, mais en vrai une vision de ce que doit être l'hôpital, mais en plus une manière de penser les carrières et les parcours des soignants, mais en plus une façon de penser l'usage, l'expérience, les parcours des patients, mais en plus une manière de penser le système de santé au global, etc., etc. Et donc, si on saucissonne tout, si on met tout dans une petite case, en vrai, on ne bouge rien ou alors marginalement. Parce que si on vient faire une application qui améliore en effet quelque chose à l'hôpital, c'est très bien, mais si ça dysfonctionne par ailleurs, en fait, le bénéfice est assez limité. Donc l'enjeu de Matrice, depuis le début, c'est d'essayer d'être systémique, le mot est à la mode et soyons très modestes sur le sujet, mais en tous les cas, de pouvoir porter ces différentes dimensions, ce qui fait que concrètement, ce que l'on fait, et une fois qu'on a dit ça, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des formations au métier du numérique, et notamment pour des demandeurs d'emploi dans des situations de reconversion, et au métier du numérique, pris dans un sens large, où la technique est un enjeu, mais le positionnement professionnel ou bien la compréhension de la technique qu'on est en train de fabriquer en est un autre, pour moi, aussi important. De l'incubation de projets innovants, plutôt impact, des startups, mais pas seulement. On incube aussi des ateliers d'artisans, on incube des fermes et des agriculteurs, on va incuber bientôt des artistes dans une logique entrepreneuriale, non pas simplement au sens de Startup Nation dont le but est de faire des levées de fonds, mais au sens de porter une vraie entreprise. On fait des laboratoires d'innovation, c'est l'exemple que je vous donnais sur l'hôpital, où justement l'idée est par les sciences humaines,
et puis le numérique et autres, d'apporter de la transformation. On fait du transfert de technologie, on va dans les universités et les institutions de recherche chercher la science en train de se faire pour l'amener vers la société. Et enfin, on fait des résidences artistiques. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour avoir ici, au même endroit, au même moment, étudiants, entrepreneurs, chercheurs, artistes, agriculteurs, artisans, et en se disant que c'est comme ça, et en composant des équipes plurielles, on va pouvoir adresser des problèmes sérieux. Voilà ce qu'est Matrice. C'est pas facile à expliquer, mais parce que ça a une forme de profondeur, en tous les cas on essaye, qui permet de traiter pour de vrai les transitions nécessaires. Le projet Empreinte rassemble, j'imagine, cette philosophie-là. Alors oui, le projet Empreinte, qui est l'un de nos grands projets du moment, rassemble cette philosophie-là dans l'approche de dire comment est-ce qu'on vient lier toutes ces dimensions, toutes ces approches, qui, d'un point de vue opérationnel, obéissent souvent à des règles, à des contraintes, à des codes, à des calendriers qui ne sont pas les mêmes. Le calendrier de la formation n'est pas celui d'une résidence artistique. Un entrepreneur, un start-upper a des besoins qui ne sont pas les mêmes que ceux d'un chercheur. Donc, potentiellement, notre objet, si intéressant soit-il, peut être totalement centrifuge et partir dans toutes les directions et parfois se confronter, ce qui peut nous arriver, ce qui peut nous arriver encore à un certain moment. Donc, la question est de dire comment est-ce qu'on est capable de porter une vision commune et qui soit en situation de traverser chacune de ces dimensions. Et donc le projet Empreinte, c'est quelque part notre projet clé qui vient justement lier ces différentes dimensions autour de la question de comment est-ce qu'on s'engage dans le numérique pour pouvoir, à partir de lui, puisque c'est ça la question, aller chercher dans l'entièreté des dimensions qui sont les siennes, la manière de produire des transitions pertinentes. Comment est-ce qu'un numérique engagé, que nous on appelle plutôt responsable, mais au final on n'est pas très loin, vient justement nourrir cette possibilité de transition qui se joue autant sur un plan écologique, et on parlera de la conception des outils numériques, que sur un plan sociologique, et on essaiera de rentrer un peu dans justement tous les enjeux sociaux que soulève le numérique, que des questions de conception, que des questions d'opération, de se dire, à travers cette dimension empreinte, on vient poser la question des transitions comme objet multifactoriel au centre de chacune de nos activités. Et donc on entend par là les transitions professionnelles quand on est des demandeurs d'emploi à changer de vie. On entend par là les transitions managériales quand on reconfigure un hôpital. On entend par là les transitions techniques quand, en effet, on intervient sur de la conception beaucoup plus intelligente et éco-responsable d'outils numériques. On est notamment sur la plateforme, on va pas dire, un grand événement sportif qui a lieu à Paris. Justement, on pose ces questions pour le coup très techniques. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de les rassembler toutes dans un chapeau et qui est aussi une manière de le penser, de publier, de partager une animation intellectuelle interne pour véritablement lier tout le monde autour de cet enjeu et de cet objectif. C'est en ce sens-là qu'on a voulu porter le projet Empreinte, et aussi pour véritablement se dire qu'évidemment, il y avait un sujet d'empreinte et d'empreinte écologique, mais qu'en réalité, on ne pouvait pas s'en tenir à la seule dimension écologique de la responsabilité du numérique. Si c'est ça, il me semble qu'on passe à côté d'une part immense de la responsabilité du numérique et peut-être majeure. Et nous qui venons plutôt des sciences humaines et qui intervenons sur des publics pas toujours évidents, on veut vraiment poser cette question de la part sociale du numérique et d'aborder la responsabilité à cet endroit-là. On va donner quelques exemples après. Oui, ça fera partie effectivement de la discussion. On va peut-être commencer par le plus simple, entre guillemets. Est-ce que le numérique pollue? Alors du coup, je me tourne vers Hélène, puisque c'est elle la spécialiste de la mesure, en tout cas des impacts environnementaux du numérique. Oui, alors oui, on a un micro, et moi je vais garder le mien. Je ne partage pas. On mutualise en fait. Un point sur le numérique. La mesure des impacts environnementaux du numérique. Est-ce que le numérique, ça pollue? Alors déjà, le numérique, on pense souvent que c'est virtuel. En fait, c'est assez peu virtuel. À commencer par ça, tout ce qu'il y a dans le gros sac qui s'appelle téléphone portable, ce qu'il y a aussi sur votre bureau, qui est un ordinateur
portables, fixes, etc., vos écrans, les écrans que vous avez aussi pour les télévisions. Voilà, donc ça, c'est l'impact environnemental du numérique qui viennent d'abord de ces objets-là. Et on va faire un petit sondage à main levée. À votre avis, si je parle de la fabrication et de l'utilisation de ces équipements, entre les deux, entre fabrication d'un côté et utilisation de l'autre, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Alors, qui vote pour l'utilisation de la main? D'accord. Qui vote pour la fabrication? Ah, je suis contente. Je suis contente parce que c'est assez rare, hein, mais vous êtes un public averti et donc vous êtes une majorité à avoir compris que la fabrication a un énorme impact en fait sur le numérique. Et effectivement, pour vous donner un petit peu quelques chiffres, au niveau français, c'est d'autant plus marquant parce qu'on a un mix énergétique qui est assez décarboné par rapport à la moyenne des autres mix énergétiques du monde. Donc, alors, fabrication, utilisation, au niveau de l'Europe, la fabrication, c'est 99,8% des impacts sur les ressources en métaux. Ouais, c'est un chiffre assez parlant. Pour les gaz à effet de serre, alors là, au niveau européen, on est sur un mix énergétique qui est un peu différent du mix français. On est à 40% sur la fabrication et à 60% sur l'utilisation. Et au niveau français, sur les ressources en métaux, 100% sur la fabrication, 0% sur l'utilisation, et sur les gaz à effet de serre, on a 83% sur la fabrication et 17% sur l'utilisation. Donc là, c'est quand même déjà assez marquant. Après, il y a un autre type d'impact aussi qui permet de bien prendre la mesure des impacts du numérique. Dans le numérique, on a tendance à distinguer d'un côté tout ce qu'on appelle les équipements utilisateurs, donc tout ce que je citais tout à l'heure, le smartphone, l'ordinateur, la télévision, l'imprimante, les consoles de jeux vidéo, etc. D'un autre côté, on va avoir une deuxième catégorie qui s'appelle les réseaux, donc le réseau mobile, le réseau fixe, tous les câbles de fibre optique que vous pouvez imaginer, etc. Et d'un autre côté encore, on a les data centers. Alors, à votre avis, entre ces trois catégories, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Alors, qui vote pour les réseaux? Personne. Qui vote pour les data centers? Ah, vous me décevez. Qui vote? Ah, du coup, j'ai spoilé le truc. Qui vote pour les équipements utilisateurs? Là, on voit quelques avertis qui lèvent la main. C'est bien, vous avez été honnête, vous n'avez pas relevé la main, ceux qui avaient voté pour data center. Donc, pas de suspense, c'est les équipements utilisateurs qui ont le plus d'impact. Alors, c'est intéressant que vous ayez levé la main par rapport au data center, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est un peu une pensée communément établie. En fait, c'est un peu une légende urbaine maintenant, parce que les équipements utilisateurs, en fait, sont extrêmement nombreux. On a entre 11 et 15 équipements utilisateurs par français, ça vous donne un peu une mesure de leur nombre, multiplié par le nombre de personnes qu'il y a, ça va très vite. Et derrière, en fait, les data centers, ils ont un truc qui est pas si mal, qui est un principe de mutualisation, un peu comme pour le micro tout à l'heure. Donc en fait, au lieu d'avoir chacun notre disque dur sur lequel on va faire notre mini data center chez soi, finalement un data center en mutualisant du matériel, encore du matériel, pour les différents utilisateurs qui vont se connecter, finalement en fait, en appliquant ce principe de mutualisation, il réduit une part des impacts. Bon, alors évidemment, ça reste très impressionnant, un data center, ça reste très consommateur, mais c'est pas là où, du coup, où il y a le plus d'impact en proportion. Voilà. Donc là-dessus, pour vous donner quelques chiffres, là aussi, désolée, j'ai mes notes parce que je vais vous donner des chiffres précis, mais je n'aime pas dire des bêtises. Sur l'impact sur les ressources, je vous parlais aussi d'autre chose que les gaz à effet de serre, vous avez remarqué, je vous parle aussi beaucoup des métaux. Sur les ressources en équipement en métaux, les équipements utilisateurs au niveau européen, c'est 89% d'impact. Les réseaux, c'est 6%, et les data centers, c'est 5%. C'est peu pour les data centers en proportion sur les métaux.
Et sur les gaz à effet de serre, sur les équipements utilisateurs, on est à 66% au niveau européen, à 14% pour les réseaux et à 20% pour les data centers. Donc là, vous voyez, effectivement, la consommation est un sujet des data centers, mais par contre, sur l'utilisation des métaux, la fabrication reste quand même un levier fort et les équipements utilisateurs, c'est là où on voit qu'ils ont du poids. Au niveau français, les chiffres sont assez parlants aussi. Les équipements utilisateurs, c'est 79% de l'impact sur les ressources en métaux. Les réseaux, 15%, les data centers, 6%. Et pour les gaz à effet de serre, on est à 84% pour les équipements utilisateurs, 10% pour les réseaux et 6% pour les data centers. Donc, voilà, pour les proportions, à chaque fois, on a quand même une très grosse colonne sur les équipements utilisateurs. Et je ne vous cache pas aussi qu'il y a un équipement en particulier qui a beaucoup d'impact, c'est les télévisions. J'ai vu un petit sujet au fond. Ouais. Je voudrais savoir, dans les équipements d'utilisation, est-ce qu'il y a des voitures électriques aussi? Alors, des vélos électriques? Non, ils ne font pas partie de la catégorisation. Il faudrait en fait qu'il y ait une étude sur ces impacts-là, sur les batteries. Alors, j'ai vu passer l'étude de quelqu'un sur le sujet, mais nous, on ne classe pas dans le numérique. La question qui a été posée aussi en termes de périmètre pour l'étude que je vais vous faire passer tout à l'heure, qu'on peut retrouver en ligne également. Hein. Ouais, voilà. C'est une question qu'on nous a posée en termes de périmètre, c'est est-ce que, par exemple, une voiture connectée, on va la catégoriser dans les objets numériques? Alors aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de faire une étude qui s'appelle une analyse du cycle de vie sur ce type de sujet. Quand je dis analyse du cycle de vie, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est là où on va mesurer justement tout le long du cycle de la vie de l'objet, ses impacts sur la fabrication, son transport, son utilisation, sa fin de vie. Donc, ce qu'on a fait pour cette étude. Et donc, du coup, la question qui était posée, c'était de savoir est-ce qu'on va mettre les voitures connectées dedans? Comme on n'avait pas la possibilité de quantifier ça de façon précise pour quantifier combien de voitures connectées on allait mettre dans notre périmètre et comment on allait mesurer ça, et est-ce qu'on allait considérer les impacts juste de la partie numérique de la voiture ou les impacts de la voiture dans son ensemble. Du coup, on a fait une étude de cas sur le sujet. C'est pour ça qu'il y a 2 volets dans l'étude. Et dans le deuxième volet, il y a une étude de cas sur le sujet. Sur les voitures en particulier, ou les frigos, les machines à laver connectées Alors, il y a une étude de cas sur les objets connectés et une voiture. Une étude de cas sur les objets connectés et une étude de cas sur les voitures connectées. Voilà. Alors là, on a le décor, on a l'état des lieux. Je vais passer le micro à Anne si elle veut. Voilà. Donc, Anne est experte en éco-construction et en design éthique, pardon. Et du coup, je veux bien avoir une définition, parce que ça va faire partie des armes, justement, pour limiter l'impact environnemental du numérique. C'est quoi l'éco-conception? Alors, l'éco-conception, ça consiste à imaginer le meilleur moyen de répondre aux besoins utilisateurs de façon la plus minimaliste possible, notamment d'un point de vue de l'impact sur l'environnement. Et donc, on s'est aperçu, grâce aux études notamment de l'IT, que c'est lors des phases amont de conception des services numériques qu'on va avoir le plus fort levier pour éco-concevoir un service numérique dans son ensemble. Donc, un service numérique, ça concerne, c'est l'action qui est permise par un canal. Et ce canal, ça peut être un site web, une application, mais ça peut être un logiciel embarqué, ça peut être un moteur de recherche, ça peut être un algorithme, plein de choses différentes. Et donc, on parle de service numérique, on éco-conçoit un service numérique parce que vraiment un site fait une analyse de cycle de vie complète, notamment en gardant tout le matériel nécessaire pour réaliser cette action. Et donc, dans l'idéal, on ne ferait que des analyses de cycle de vie tout le temps, sauf que ça prend beaucoup de temps et ça coûte cher, et donc c'est pas très compatible avec le développement en mode agile, pour ainsi dire. Donc, de temps en temps, c'est bien de faire des analyses de cycle de vie quand on peut sur un produit, notamment des produits physiques, mais c'est vrai, quand on travaille dans le numérique, sur des sites web, des applications, c'est compliqué de faire une analyse de cycle de vie à chaque fois. Et donc, on va se concentrer sur la partie donc web, finalement. C'est là où on a plus de données, on aimerait bien faire travailler sur les algorithmes et autres, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous, on se concentre chez Designer Ethics sur la partie site web et application.
Pourquoi est-ce qu'on se concentre là-dessus, si finalement la majorité de l'impact c'est sur le matériel? C'est en fait parce que si on renouvelle aussi souvent nos terminaux utilisateurs, c'est souvent parce qu'ils deviennent trop lents, ou ils n'ont plus assez de capacité en termes de performance, que ce soit en termes de processeur, de RAM, de mémoire, pour accueillir les nouveaux besoins, les nouveaux usages qui nous sont imposés par l'évolution du numérique en France et en Europe et dans le monde. Et donc, souvent, si on renouvelle le fait de vécu, si on renouvelle nos appareils, il n'y a pas vraiment de besoin réel derrière, ils ne sont pas en panne, ils ne sont pas cassés. Souvent, il y a principalement. Et donc, c'est le cas de 37% des Français d'après l'enquête de la recette de l'année dernière. Et donc, en éco-conception, on va donc se concentrer sur le fait de faire des services numériques les plus simples possibles. Donc, en se concentrant sur finalement quel est le besoin utilisateur, quelle est la façon la plus simple d'y répondre, à la fois en évitant les fonctionnalités superflues, parce qu'on estime à 45% de fonctionnalités demandées par les utilisateurs, mais dont ils ne se servent jamais. Quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, ils disent toujours « oh, ça a l'air bien ». Puis finalement, dans notre vie quotidienne, comme vous le verrez peut-être, il y a peut-être des applications dont vous n'utilisez qu'un quart de fonctionnalités. Donc déjà, c'est éliminer ça. Et puis, deuxièmement, ça va être répondre de la manière la plus simple possible d'un point de vue technique ou fonctionnel à ce besoin. Donc, par exemple, privilégier le SMS plutôt que la notification mobile, privilégier une image plutôt qu'une vidéo, tout ce genre de réflexion. Donc ça, c'est pour ce qui est de conception. Ensuite, le design éthique. Donc c'est vrai que c'est le nom de notre association Designer Éthique qui fait de la recherche-action sur tous les sujets d'éthique dans la conception numérique. Et donc là, ça va être beaucoup plus large. Il y aura l'impact environnemental, qui est finalement un sujet assez nouveau pour nous, parce que ça fait moins de 2 ans qu'on travaille dessus. Et en fait, les principaux impacts qu'on avait étudiés jusque-là, c'était les impacts sur la captation de l'attention et les modèles économiques de prédation. Donc, les pop-up et les choix qu'on vous fait faire en essayant de vous induire en erreur avec des boutons mal faits, etc., pour que vous achetiez plus. Donc, on va étudier tout ça et essayer de dénoncer et d'identifier. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la captologie. Et puis, on va avoir aussi tout un volet sur l'inclusion et l'accessibilité numérique. Et pour ne citer que ces volets-là, mais il y a aussi tout ce qui est bien systémique, qui est évidemment un champ qui combine tous ces aspects-là pour essayer de réfléchir aux services qu'on conçoit de manière beaucoup plus globale. Et donc voilà un petit peu ce que c'est Designer Éthique, et c'est une aspiration plus que quelque chose qu'on peut acquérir et se reposer sur ses acquis, se reposer ensuite sur ses acquis. C'est vraiment un travail constant et une démarche. Alors ça, on va en parler un petit peu plus en détail, on est dans la partie environnementale. On a un plan. Ouais. Et je voulais me tourner vers Thierry parce que en tant qu'entrepreneur, on le sait, on sait ou pas d'ailleurs, mais on a des idéaux. Mais après, dans la pratique, comment ça se passe avec les clients, comment au quotidien on met en place ce genre d'idéal, voilà, de limiter l'impact environnemental. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, donc, on est une agence digitale, donc on développe et on conçoit des projets digitaux, que ce soit des sites internet, des applications web, des applications mobiles, et on s'adresse à une typologie de clients qui est très diverse, très éclectique. On va travailler avec des marques, on va travailler avec des entreprises, on va travailler avec des acteurs du secteur public, et donc effectivement, on a des demandes, des besoins qui sont exprimés autour de l'éco-conception de leurs outils. Et nous, ça fait partie de notre ADN justement de travailler dans ce sens-là, de produire des solutions qui soient les plus éco-conçues possibles. C'est-à-dire qu'on essaye de tendre vers quelque chose de vertueux. Mais c'est vrai que la parole que je vais porter là, elle est un petit peu plus contrastée, c'est-à-dire que nous, on se retrouve souvent confrontés à des contradictions entre ce qu'on peut afficher en tant que client ou en tant que donneur d'ordre sur cette notion d'éco-conception et la réalité qui se dessine au fur et à mesure de la construction du projet. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, depuis quelques années maintenant, on a beaucoup de cahiers des charges qui nous demandent d'avoir un projet éco-conçu. Ok, nous, ça nous va très bien et ça fait partie de nos pratiques, donc parfait. Et après, quand on commence à travailler avec le client, alors nous, on travaille dans un esprit collaboratif, on les interroge, on travaille en méthode agile, ça parle à tout le monde. Et là, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, mais c'est pas forcément de la mauvaise volonté. C'est des fois des contraintes techniques, des fois c'est des
fausses contraintes, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne veut pas abandonner la vidéo au profit d'un visuel parce qu'on estime qu'on fait passer plus de messages à travers une vidéo, etc. Et donc, du coup, petit à petit, on va, nous, devoir faire preuve de pédagogie pour essayer de réintroduire cette notion d'éco-conception tout au fil du projet, avec des résultats qui sont variables, honnêtement. Hein. C'est-à-dire que des fois, on a une écoute plutôt bienveillante sur ce sujet-là et on voit qu'on arrive à cheminer ensemble et que ce qu'on dit est compris et entendu. Des fois, c'est moins simple. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément tout le temps de la mauvaise volonté. Je vais juste avoir une anecdote parce qu'elle date d'hier. En fait, elle m'a vraiment fait penser à cette soirée. On bosse actuellement, on commence à travailler, on est consulté par une agence très proche de l'État et autour de la transition écologique. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais donc concrètement, on ne peut pas les soupçonner de ne pas être intéressés par le sujet. Ça, je pense que voilà, c'est clair. Et évidemment, donc du coup, nous on travaille sur la refonte d'un site d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue design, d'un point de vue technique. Et donc, ok, on a une deuxième réunion donc hier où la direction technique de ce gros organisme est invitée pour nous dresser un peu le tableau de l'existant technique. Et bon, on avait quand même vu qu'il y avait des petits problèmes, que ça n'allait pas être très simple et que la logique d'éco-conception apparaissait un peu compromise. Et évidemment, les porteurs de projets qui étaient nos interlocuteurs, qui n'étaient pas forcément très sensibles à cette question technique et de la possibilité technique qui nous était offerte dans le cadre de ce projet-là, ont découvert avec l'aide de leur propre DSI. DSI, c'est Direction de Services Informatiques, et donc c'est l'organe de cette grosse structure qui a conçu le site actuel. Mais en fait, le site actuel, c'est une usine à sites. En fait, le schéma sur lequel repose ce site, c'est 18 sites. Et donc, pour eux, il est impossible de remettre en question 18 sites pour un site. Donc, on doit faire avec l'existant. On doit s'appuyer sur la technologie existante. Et cette technologie, c'est une aberration en termes d'éco-conception. C'est n'importe quoi. Techniquement, il n'y a rien qui va. Et on est obligé de faire avec. Et eux, ils sont obligés, nos interlocuteurs étaient obligés de se rendre à l'évidence qu'ils n'auraient pas ni les moyens de réinterroger l'ensemble de leur écosystème, on parle d'un site sur 18, donc on va faire ce qu'on peut. Concrètement, la conclusion, c'était ça. Et pourtant, j'ai bien senti que pour eux, c'était un vrai problème. Pour nous aussi, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Alors, du coup, oui, on va jouer sur des choses. On va jouer sur un terrain de jeu qui n'est pas total. C'est-à-dire, on va jouer sur de l'ergonomie, on va jouer sur du design, on va jouer sur des choses comme ça, on va jouer sur du type de contenu, où là, je sais qu'on aura une oreille attentive et que sur ces aspects-là, on fera quelque chose de bien, mais techniquement, ça ne sera pas au niveau, parce qu'on ne pourra pas toucher à cette structure qui m'autorise en fait ce nouveau site. Mais la sensibilisation aura au moins été faite à ce moment-là, avec peut-être le projet futur que les 17 autres sites soient optimistes. Si, non, mais après, en fait, nous, c'est vrai qu'on a différents types d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'évidemment, les chefs de projet qui sont à l'initiative de la refonte de ce site sont pleinement convaincus. Mais par contre, le DSI, alors qu'il est dans cette structure-là, lui, là, on refaire ces 17 sites, c'était pas son projet, hein. Clairement, et certainement son budget. Ouais. Donc, mais oui, mais en tout cas, il y a eu cette discussion. Voilà, il y a eu un échange, c'est peut-être la partie positive. C'est ça, ouais. Il y a eu cette discussion et peut-être que 3 ans en arrière, cette discussion n'aurait jamais eu lieu. J'ai du mal à situer ça dans le temps, mais pour avoir fait ces choix technologiques-là, c'est qu'à ce moment-là, quand ils les ont fait, ils ne se sont pas posé cette question.
Bertrand chez Fermès. Alors, il y a un parcours. L'histoire de Fermès va répondre un petit peu à l'expérience de Pierrick. Il y a 5 ans, en fait, Fermès est une alliance web traditionnelle avec un schéma classique. Et en fait, il y avait fait la discussion, le côté environnemental, il y avait dans la discussion beaucoup. Et se poser la question de, OK, il y a un environnement, donc c'est ça qui correspond à l'objectif, mais aussi la question de comment on va y arriver, comment on veut faire pour atteindre cet objectif-là. Et puis, la question de la coopérative est arrivée en disant, est-ce qu'on a vraiment besoin de fonctionner de manière verticale? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un propriétaire, d'avoir un patron? Et donc, finalement, la raison de ça, c'était qu'ils ont créé, j'y étais pas encore, une scope il y a 3 ans, que j'ai intégré il y a 2 ans. Et en fait, c'était plus pour être en cohérence par rapport à le but à terme, donc les moyens mis en place. Et Fermès, on a vraiment envie de se poser la question qu'on peut faire des applications qui vont être dans le respect des personnes qui vont les utiliser, mais aussi dans le respect des personnes qui vont le faire. Parce que ça ne nous intéresse pas spécialement de faire l'application super cool, mais qui a fait que tout le monde est en train d'être un peu trop grand, quoi. Même moi. Donc voilà. C'est un peu donc nous aussi, on fait des conceptions, c'est un peu notre fer de lance, mais on ne s'arrête pas là, c'est qu'on a vraiment aussi envie de prendre en compte tous les aspects numériques, donc ce qu'on appelle le numérique responsable, c'est-à-dire prendre en considération qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes capacités numériques, le même niveau de compétences techniques, il y a des personnes qui sont aveugles, des personnes qui ont des problèmes d'électricité, et ça, il faut le prendre en compte, quoi. Et ça passe aussi chez nous par un choix des clients, c'est qu'on n'a pas spécialement envie de travailler pour tout le monde. Il y a l'anecdote qu'un jour, on la raconte souvent en conférence, vous la retrouvez parfois, c'est que, on va les nommer, hein, c'est parti. Total est venu nous trouver en disant oui, Total a une fondation, c'est cool, vous n'avez pas fait la fondation Total. Une grosse question, est-ce qu'on va bosser pour Total? L'argent est cool, mais. Et puis ça va leur demander ok, Total, ils ont pas voulu leur regarder, donc on peut le faire. Gros débat chez Fermès à l'époque. Gros débat. Finalement, on n'a pas été, parce qu'on s'est rendu compte que ça allait poser des questions, trop de questions, en fait, simplement. Donc c'est important aussi pour nous dire que, oui, on n'a pas envie de spécialement participer à du greenwashing, on n'a pas spécialement participé à tout ça, il y a des gens qui vont faire des plus de nous. Donc, autant choisir les clients pour faire le travail. Sachant que ça, vous pouvez faire ce choix des clients aussi parce que vous avez choisi la communauté, ça, vous faites partie de plusieurs coopératives. Bien sûr, pour nous, c'est depuis le départ, en fait, Fermès partie d'un écosystème de coopératives. Là, il y a 2 ans, on a eu la chance, en fait, avec la communauté d'ailleurs, de remporter un marché public assez important, un marché cadre. Je ne sais pas si vous connaissez Data.gouv, ça vous parle? Okay, voilà. En 2 mots, ça va être long, je vais te faire très court. Data.gouv, c'est un programme interministériel où l'idée, c'est que plusieurs ministères qui participent à ce programme-là vont développer des produits numériques qui vont être incubés par un programme qui s'appelle Data.gouv. Il faut savoir que dans les ministères, les DSI sont très petites. Il y a quasiment plus de fonctionnaires que de développeurs informatiques, donc quasiment tous les développements informatiques de ces produits-là sont délégués à des prestataires. Traditionnellement, c'est qui ces prestataires-là? C'est Capgemini, c'est Accenture, c'est des trucs comme ça. Et il y a 2 ans, on a fait le tour de force, je trouve, je dis on, mais de personnes qui sont là pour moi. Moi, je suis arrivé un peu comme ça, je me souviens assez. Donc des gens qui se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réunir des coopératives ensemble et dire, nous, on va poster une candidature commune pour répondre à ce truc-là. Et on s'est retrouvés, donc il y a 2 ans, à être un peu dans un marché cadre. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est travailler en réseau, travailler avec des coopératives, c'est chouette parce que ça permet aux gens de se dire, ok, si je veux quitter ma boîte, je ne suis pas forcément obligé de bosser pour quelqu'un d'autre, mais de devenir indépendant, mais je suis agent de coopérative. Donc, pour moi, en tout cas, l'enjeu, c'est qu'il y ait de plus en plus de coopératives qui existent en France, tous les étapes possibles, parce que clairement, c'est un modèle entrepreneurial qui fonctionne. Et c'est un modèle entrepreneurial qui permet d'avoir d'autres modèles, que c'est un modèle hiérarchique que tout le monde connaît. Voilà, j'en étais là, je pense. François-Xavier, vous avez des compléments à apporter? Alors, complément aux réactions, en fait, il se passe peut-être ce que l'on pouvait craindre dans un échange comme celui-ci, c'est que l'entièreté de la question d'un numérique engagé et responsable soit absorbée par la question écologique et environnementale. Et pour le coup, on essaie tous de faire un certain nombre d'efforts là-dessus. C'est un vrai enjeu, mais pour autant, si on s'en tient, me semble-t-il, uniquement à la question écologique et environnementale, on rate beaucoup de sujets analysés. La question, par exemple, de la captation de l'attention est un vrai enjeu d'un numérique responsable. Et
peut-être même éco-conçu, il peut être tout à fait toxique d'un point de vue de captation de l'attention. Et ça veut dire que, alors justement, parlons-en, mais pour le coup, il ne s'agirait pas justement sous l'urgence de l'impératif écologique que la question de la justice sociale vienne être écrasée par cette question-là. Alors, bien évidemment, le sujet n'est pas que les opposer, au contraire, il est de trouver des moyens de les combiner, mais je pense qu'il faut que nous qui produisons du numérique d'une manière ou d'une autre, on soit capable d'aller au fond de ces questions et de les questionner pour eux. Je voudrais prendre un exemple, parce que pour moi, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'éco-conception, et cette fois-ci plutôt en termes d'écologie mentale, dans la manière dont on pense les algorithmes. Si on regarde de plus près les tests qui ont été faits de justice algorithmique, les résultats sont tout à fait frappants dans la manière dont on pense les algorithmes. Par exemple, sur l'algorithme de Compass, qui est le grand système de justice algorithmique qui a été testé aux États-Unis, la prédiction de la récidive était gagée sur un algorithme qui disait que plus la personne reste en prison, moins elle a de risque de récidiver. De fait, si on entraîne quelqu'un 255 ans, il y a peu de chances qu'il récidive. Et donc, là, il y a un biais algorithmique qui est absolument terrible dans la manière dont il est pensé, dans la façon dont il renonce à sa responsabilité. Parce qu'on peut aussi transformer la chose en disant, si la personne reste moins longtemps en prison, elle a une chance de réinsertion beaucoup plus forte, donc par conséquent, la récidive diminue. Et donc, la responsabilité du numérique, elle se joue aussi profondément dans nos ordinateurs, pas simplement dans la question des interfaces et des systèmes qui les portent, mais au fond, jusque dans la manière de construire l'algorithme. Et ainsi de suite. Un deuxième exemple sur ce sujet, qui est à mon avis fondamental, dans la manière dont justement, pour pouvoir construire la prédiction dans ce type d'algorithme, on fait des critères. Et donc, par conséquent, on s'est aperçu dans ces critères-là, les chercheurs qui les ont analysés, qu'une personne qui battait ses enfants, mais qui à côté avait un emploi stable, était considéré comme moins dangereux et moins potentiellement récidiviste que quelqu'un qui avait conduit en ayant bu 3 verres, mais qui par ailleurs était sans domicile fixe, vous voyez, ou divorcé, ou afro-américain. Alors ça, critère absolument désastreux dans le score. Et donc, par conséquent, dans la manière de concevoir, je pense qu'il y a un vrai sujet d'éco-conception au sens large de responsabilité du numérique, non seulement les enjeux écologiques doivent être emportés, mais aussi la manière dont on est capable de gouverner la façon dont les algorithmes sont en capacité de voir la société. Dans la manière dont on construit des construits sociaux, justement, et qu'on encapsule dans ces systèmes techniques, et que pour le coup, la responsabilité, elle est aussi posée à cette endroit. Alors, il ne s'agit pas de poser social et écologique, mais en tout cas, parfois, ça peut être amené à se poser, et on doit le gouverner. Alors, il était prévu qu'on aborde également ces sujets, hein, c'était la suite, mais merci pour la transition. Néanmoins, alors là, je vais donner la parole à Lorraine. Parce que je ne suis pas sûre qu'effectivement, qu'on oppose ces deux-là, voire même quand on fait l'éco-conception par rapport quand on prend le point de vue environnemental, il se peut qu'on ait également des effets positifs sur d'autres aspects. Exactement. Alors, je voudrais rebondir aussi sur ces histoires d'algorithmes. La première question de l'éco-conception à se poser face à ces algorithmes, c'est de savoir est-ce qu'on en a besoin. Voilà, donc la première question de l'éco-conception, en fait, c'est de se poser par rapport à ce besoin-là. Finalement, si on sait la réponse, et que du coup on se rend compte que l'algorithme a tort, peut-être qu'on n'a pas besoin de le développer pour répondre à cette question, cette réponse-là. Derrière, effectivement, au niveau de l'éco-conception, il y a aussi plein de choses qui peuvent avoir des bénéfices environnementaux et en même temps des bénéfices sur l'inclusion, des bénéfices sur une plus grande adaptabilité pour un large public, notamment à partir du moment où vous faites un appareil, un logiciel, un site internet, une application qui est compatible avec des appareils qui sont de génération précédente. Là, du coup, vous avez une accessibilité qui est plus grande pour un large public. Pareil, parfois, tout simplement en remplaçant l'existence d'une application par un site qui est juste compatible pour différents écrans de smartphone. Déjà, vous avez l'application en moins, ça consomme parfois du coup moins de place sur les
équipements déjà saturés sur nos smartphones. Et du coup, vous avez potentiellement des personnes qui vont pouvoir consulter votre site sans installer d'application et du coup accéder facilement à votre service. Ou même encore plus radical, tout simplement la remplacer par un service SMS. Ça, par exemple, ça peut être vraiment une conception un peu plus radicale. Et là, vous avez toutes les personnes qui n'ont pas de smartphone qui vont pouvoir accéder au service. Et après, il y a aussi la question, on parlait tout à l'heure de DataGouv, il y a la question aussi de l'accessibilité sur le fait que sur les services publics, il y a un devoir d'égalité là-dessus et un droit d'accéder tous aux mêmes services. Et là-dessus, donc, il y a une vraie question de société qui est en train de se poser avec des démarches administratives qui sont de plus en plus difficilement accessibles en présentiel, alors qu'on a encore une fracture numérique qui restera, une fracture numérique qui existe avec des personnes qui ne sont pas que des personnes âgées, qui ont besoin d'avoir un accès en présentiel dans une mairie, dans un point d'accès pour pouvoir réaliser les démarches. Donc la question numérique, elle se pose aussi par rapport à ces questions d'inclusion-là. Et la question de l'éco-conception, du coup, elle fait totalement sens pour être réfléchie, pas que au sens du développement, mais vraiment dans une approche plus large, de se poser la question de est-ce qu'on a besoin d'un service, est-ce qu'on a besoin qu'il soit développé de telle manière, et réinterroger vraiment le parcours dans son ensemble. Je crois que ça fait partie des technoluttes. J'ai entendu une émission sur France Culture il n'y a pas longtemps là-dessus, donc j'écale un peu. Et en fait, c'était pas contre le progrès, c'était contre le progrès à tout prix. Et notamment le fait de fermer les guichets pour créer une application, c'est pas donner accès à tout le monde. Mais peut-être qu'il y a des compléments à donner sur justement les différents aspects de Bertrand. Ça va plus loin que ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que le numérique a la capacité d'impacter des millions de personnes facilement. Vous avez tous en tête des applications comme Uber qui avaient carrément des modèles économiques qui n'existaient pas avant. Et en fait, le numérique a la capacité, enfin, moi je sais qu'un outil peut être ambivalent entre le bien, le mal, c'est des binaires. Et globalement, on peut amener en utilisant une application qui fonctionne uniquement avec des tools indépendants, on crée un modèle économique qui va pérenniser les gens. C'est-à-dire que le numérique, ça sert dans un contexte plus global. Et encore une fois, comme tu disais, le numérique, c'est vraiment tangible. C'est du matériel, mais c'est aussi des humains qui travaillent derrière. Et ça, qui utilisent. Et qui fait voilà, un Fairphone qui tourne par téléphone. Bien passé. C'est bon, c'est bien passé. Le lien en description. Non, c'est important de montrer développeur. Je pense que la question de sous-temps, c'est quelle est la responsabilité que j'ai par rapport aux gens qui vont utiliser. Et voilà quoi. C'est gentil, je peux me permettre parce qu'il y a plus d'emplois dans notre position et c'est un bon poste pour lequel je ne risque pas grand-chose autant qu'on reste. Voilà, Pour compléter, je pense qu'il y a un autre aspect qu'on oublie souvent parce qu'on va tous se dire d'être très européano-centrés. Et en fait, si on regarde la majorité des impacts que mentionnait Lorraine tout à l'heure, finalement, ce n'est pas nous qui allons les ressentir, tous ces problèmes. En fait, c'est dans les pays, notamment en Afrique et en Asie, mais aussi en Amérique latine. Donc, il y a un super rapport de l'association Systex qui est sorti, qui détaille tous les impacts, notamment de l'industrie minière, qui va énormément vers l'industrie du numérique. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'il va y avoir énormément de conséquences sociales et politiques et socio-économiques dans énormément de pays. Donc, ça concerne aussi bien le travail des enfants dans les mines, les cancers qui se développent aussi dans beaucoup de mines, les mouvements de population, les expropriations. Ça peut être aussi, par exemple, quelque chose que j'avais jamais imaginé, c'est au Chili, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déplacées pour travailler dans les mines. Du coup, il y a un trafic humain qui s'est créé pour la prostitution. Parce que forcément, il y avait énormément d'hommes qui ont été amenés nulle part, et donc il y a eu un trafic illégal de femmes pour répondre à des besoins de prostitution. Donc en fait, il y a énormément de conséquences. Il y a des pollutions de cours d'eau pour extraire, par exemple, une tonne, un grain d'or, il faut creuser une tonne de minerai, qui après doit être lavé. Donc en fait, il y a de la pollution des cours d'eau, il y a du stress hydrique. C'est beaucoup de régions où il y a déjà un stress hydrique qu'on va venir accentuer avec toute l'eau qui est consommée pour extraire ces minerais, toute l'énergie aussi.
Et donc, un autre impact, pour finir sur tous ces sujets, c'est qu'en fait, on voit bien que l'énergie est infinie, qu'elle coûte de plus en plus cher. Donc, moi, une de mes préoccupations aussi indirectement avec l'éco-conception, c'est, je m'inquiète un peu du fait que le numérique soit toujours accessible financièrement à tout le monde dans 10 ans, y compris dans notre pays. Parce qu'on voit bien que les minéraux, il y en a beaucoup qui sont déjà en quantité de plus en plus limitée, de plus en plus difficile et énergivore à extraire. Donc forcément, au bout d'un moment, il va y avoir un problème d'extraction et d'accessibilité économique aussi à ces produits. Donc c'est que pour citer en complément d'autres impacts sociaux, économiques, même géopolitiques par rapport à la dépendance à d'autres pays qui sont quasiment en exclusivité sur certains composants, qu'on peut citer comme impact indirect des sujets d'éco-conception et de numérique engagé. Et comment les acteurs du numérique peuvent limiter les effets négatifs du numérique, mais aussi comment les utilisateurs du numérique peuvent le limiter. Est-ce qu'il y a des trucs et astuces? Alors, évidemment, on est limité par le temps, mais au moins d'avoir des petits éléments. Moi, en tout cas, j'ai découvert des choses. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, utilisateurs, et qu'est-ce que le numérique peut faire en plus de l'éco-conception pour être au service, finalement, de la transition écologique, d'aider le social aussi et l'économique. Puisque tu as le micro, je vais en citer 2-3, puis je vais passer le micro, je pense que tout le monde aura des idées. Le premier, je dirais, essayer de conserver vos appareils le plus longtemps possible. Je crois qu'on a beaucoup insisté sur le fait que c'était le matériel qui allait concentrer le plus de choses, donc n'hésitez pas à réparer votre téléphone si jamais il y a un problème de batterie, maintenant ça se fait bien, ou d'écran cassé ou autre. Un deuxième aspect, 80% de la vente d'Internet, ça va être la vidéo en ligne. Donc, ça peut être déjà demander, c'est limiter sa consommation de vidéo, notamment sur les réseaux sociaux qui commencent à être de plus en plus un canal important pour regarder la vidéo et qui souvent en fait ne fait pas forcément du bien mentalement par rapport à peut-être regarder un film. Et puis, si vous voulez regarder des séries, c'est de télécharger en Wi-Fi et le plus possible de vous connecter au Wi-Fi dans vos usages, puisque la 4G ça consomme environ un peu plus que de se connecter en Wi-Fi. Donc, ça peut être des petits gestes simples en tant qu'utilisateur. Pour ne citer que cela, mais je suis sûre que les acolytes n'ont pas d'autres idées. Alors, qui? Oui, François-Xavier, non, Bertrand? Lorraine. Pierre. Je suis contente, j'ai remis des prénoms, alors voilà. Alors oui, effectivement, le premier des gestes, c'est d'avoir moins d'équipement et qui dure plus longtemps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter pour jeter son appareil. Au contraire, sans doute qu'il peut avoir une très bonne deuxième vie auprès de quelqu'un d'autre si vous voulez vous en débarrasser. Mais sinon, il faut aussi le garder et vraiment optimiser sa durée de vie le plus possible, le réparer, l'employer, etc. Et jusqu'au dernier stade, de le recycler, même si c'est vraiment plus difficile pour le numérique que pour d'autres choses. Après, effectivement, mutualiser, si vous pouvez avoir un équipement que vous partagez avec d'autres personnes plutôt que d'en avoir chacun un, ça c'est génial. Par exemple, un truc qui me fait halluciner, c'est on est dans des immeubles parisiens où on a chacun une box Wi-Fi. J'attends vraiment le jour où on aura une box par étage, une box par immeuble, avec un système qui fonctionne déjà dans les universités, déjà dans les hôtels, en mutualisation d'équipement. Ce serait vraiment un vrai progrès. Donc voilà, très important cette question de la mutualisation et de réduire le nombre d'appareils, d'augmenter la durée de vie des appareils, parce qu'effectivement, tout appareil qui n'est pas fabriqué, c'est un appareil qui du coup va pas avoir cet impact environnemental lié à la fabrication, c'est vraiment la majorité d'impact. Et derrière ça, après, au lieu de supprimer ces mails, et j'insiste toujours là-dessus parce qu'effectivement, le mail a encore beaucoup de place dans les débats, alors que c'est franchement un micro-sujet. Au lieu de supprimer ces mails, le temps que vous auriez passé à supprimer vos mails, passez-le à expliquer aux gens autour de vous ce que maintenant vous savez sur les impacts environnementaux du numérique. Je pense que ça sera plus efficace. Ah oui, j'ai un petit défi aussi à vous proposer. Éteignez votre téléphone portable en sortant et rallumez-le dans une semaine. Alors, pour aller sur justement un autre terrain complémentaire à ceci, la question justement de la numérique qui prend en compte sa responsabilité, nous on la teste sur un sujet, de dire on peut être à l'avant-garde des technologies, de l'IA, de la blockchain, des startups, on ne peut pas faire comme si l'impact de ce développement technologique-là n'avait pas de conséquences sur l'emploi.
et sur les emplois supprimés par le fait de l'accélération technologique. Parfois inutile, c'est l'exemple des guichets, et parfois plutôt utile. On peut prendre l'exemple du métier de caisse. Ce n'est pas forcément un métier à sauver en tant que métier. En revanche, la question est de dire si on rentre dans le parcours classique, et de dire un métier n'est plus nécessaire, donc on licencie, donc passage par la case chômage, donc éventuellement reformation, donc coût social, psychologique énorme et potentiellement retour à l'emploi, alors on a tout perdu. Et la question de la responsabilité numérique, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on vient, c'est en partie un certain nombre qu'on essaie de faire, comment est-ce qu'on vient travailler justement aux transitions professionnelles de salariés dont le métier est supprimé par le numérique sans être conservateur, en disant pas touche, interdit, mais en disant qu'est-ce qu'on peut automatiser qui a du sens d'être automatisé, potentiellement la caisse automatique, mais alors dans ce cas, comment est-ce que la question du lien social, la question du conseil, la question d'aller chercher les personnes âgées qui ne peuvent pas se rendre à l'hypermarché, la question du stand de producteurs locaux, justement dans l'enceinte de l'hypermarché, se pose et doit être instrumentée par des humains, là où leur valeur est importante. Et quelque part, comme réponse responsable à la question de la transition numérique, le fait de pouvoir reconstruire des métiers qui correspondent à des usages, à des expériences et à des compétences humaines en automatisant ce qui peut être, en désautomatisant les humains, est une forme de réponse qui peut être intéressante. Autre exemple à un autre niveau, je suis de plus en plus convaincu que l'invisibilité complète, forte de nos infrastructures numériques, même si en touchant nos outils, on se dit que ça a quand même une matérialité. Et de même, si vous coupez un câble sous l'Atlantique, on va voir que le numérique a une forme de matérialité. Néanmoins, dans une rue, il y a plein de gens qui sortent en cherchant. Néanmoins, nos infrastructures numériques sont quand même massivement invisibles. Et d'ailleurs, le data center est un objet que l'on essaie de cacher au bâtiment. Objecte des raisons de sécurité et autres, mais cette invisibilité de l'infrastructure numérique empêche aussi de comprendre le monde qui nous entoure, de s'y projeter. Le temps à expliquer, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus tangible si on est capable de voir ce qu'est le numérique et l'ensemble de son empreinte. C'est comme si on essayait en fait, de conceptualiser le Moyen-Âge sans château et sans église. Ça ne marche pas. En réalité, on a toujours besoin d'inscrire dans des infrastructures ce qui sous-tend nos sociétés. Quelque part, cette invisibilité du numérique conforte l'idée que c'est virtuel, et donc, puisque c'est virtuel et pas matériel, ça n'a pas d'impact. Et donc, la question de donner à voir ce qui tourne autour de ce qui est de l'ordre de l'infrastructure numérique est aussi une manière de permettre à la société de comprendre ce qui se joue autour d'elle. Et donc, je pense que c'est un sujet de long terme, et il y a un vrai enjeu de savoir montrer ce qu'est un data center. Alors, on dit, oui, mais du coup, la donnée, c'est invisible, on ne la voit pas. Enfin, quiconque a pénétré dans une église, une synagogue, une mosquée, n'a pas vu tout de suite la divinité lui tomber dessus. Donc, on sait représenter l'invisible. Ce n'est pas forcément un problème. La question de cette mise en visibilité permettrait aussi à ceux qui sont détachés et décrochés de la société numérique de pouvoir également s'y rapprocher par la compréhension possible offerte par l'architecture qui vient soutenir nos sociétés. C'est pour positionner le débat à un autre endroit, mais il y a des possibilités, en effet, de rendre ces infrastructures plus responsables parce que, s'assumant comme telles, et ne tentant pas de dissimuler derrière tout le tapis de l'invisibilité l'ensemble de ces effets. C'est une manière de compléter la façon dont le numérique pourrait être responsable. Dans tout ce que vous avez dit, ce que je retiens, c'est que il ne faut pas penser par silo, mais il faut avoir suffisamment de recul pour penser l'analyse du cycle de vie ou une analyse systémique et donc de réfléchir aux impacts d'un bout à l'autre de la chaîne. Et la deuxième chose que je retiens, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de faire de sacrifices pour être un petit peu plus engagé et responsable. Ce pas des gros Lorraine. Il a micro, hein. À part recouper une semaine pour là, je pense qu'il y a un petit peu il y a un peu de torture. Alors en fait, je vais être un peu vicieuse par rapport à cette question du sacrifice. La question en fait, c'est qu'est-ce qu'on met dans la balance en termes de sacrifice. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne sacrifie pas notre avenir en s'empêcher de faire ce sacrifice en ce moment en fait. Voilà. Donc c'est se poser la question de où est le sacrifice. Et en fait, finalement, quand on se libère un peu du numérique, quand on passe moins de temps dessus, qu'on lève un peu la tête de nos écrans et qu'on regarde autour de nous, finalement, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas sacrifiées qu'on retrouve. On retrouve le soleil, en levant la tête.
Moi, je suis un peu tordu dans la réponse, c'est que je pense que j'aime pas le mot sacrifice en fait. Je préfère le mot renoncement, c'est-à-dire que le sacrifice avec le sacrificiel, etc. Mais je pense que oui, effectivement, dans un contexte donné, qui est celui de la crise écologique, de des annonces horrifiques de la fin du monde, etc., ben, peut-être qu'il vient de renoncer à certaines choses de nos habitudes et c'est ok quoi. Enfin, c'est ok de plus dire j'ai envie d'aller à Pattaya en vacances en Thaïlande, c'est j'ai pas ça hier. En avion tous les week-ends, ça me fait marrer. Mais voilà, c'est beaucoup consciemment renoncer à certains trucs et sans forcément se dire ok, ben, je suis venu à un lit, je ne pourrais pas phraser. Voilà. Mais, moi, je peux dire oui, je renonce à certains trucs et consciemment, ça me va quoi. Voilà. Parce que malheureux, voire un petit peu plus heureux. Ouais, ça ne veut pas dire voilà, c'est-à-dire que c'est que je ne vois pas au final, je vois pas la différence. Quoi. C'est pas. Voilà. Je suis toujours en vie, je fais mon vie, tout bien quoi. On arrive au bout. Anne, est-ce que c'est juste au-delà du renoncement, je pense qu'effectivement, comme tu le disais, il y avait quand même des choses qu'on peut veiller, comme tout cheminement vers la sobriété. Et finalement, l'éco-conception, c'est beaucoup la sobriété. Mais, et du coup, il y a d'autres choses qu'on découvre, et je pense que vous vivez peut-être dans votre quotidien aussi, que si on a, quand on a, par exemple, si on réduit le nombre de bruit dans sa salle de bain, on s'aperçoit qu'on a des produits plus sains, que c'est plus facile de faire sa troupe de toilette, que c'est beaucoup moins cher, on fait des économies, que dans l'alimentation, si on mange moins bien, on fait d'autres choses, on fait plus à manger, du coup, on mange aussi plus sain, on pense à l'argent avec plus de santé, des moments partagés. C'est un luxe, hein. Je pense que tout le monde a pas ce luxe aussi de passer autant de temps à faire toutes ces choses et de se renseigner, etc. Mais avec le numérique, effectivement, c'est pareil. Je pense qu'à être plus sobre, on va plus à l'essentiel, on a plein de retombées positives en termes d'accessibilité, justement d'attention qui soit moins captée, et du coup de retrouver le numérique comme un outil pour l'humain et pas quelque chose qui va au contraire instrumentaliser l'humain au service de modèles économiques sous-jacents. Et donc, on reste vraiment les maîtres et maîtresses de ces outils et qui soient à notre service et pas à l'inverse. La question est délicate quand même, parce que ce sujet du renoncement dans une approche anthropologique qui a toujours été tournée avec une flèche, du progrès, qui était aussi la conviction que nos enfants vivraient mieux que nous, c'est quand même un retournement anthropologique particulièrement fort. Et donc, est-ce qu'il est vraiment viable comme modèle de développement? Première question. Et deuxième interrogation, de dire quand même, certes, renoncer. Mais enfin, comment est-ce qu'on fait pour renoncer à sa voiture quand on habite à la campagne? Comment est-ce qu'on fait pour renoncer à un certain nombre d'objets dans ces cas-là? Et c'est loin d'être si évident que ça. Et bien souvent, on se retrouve aussi dans une solution d'urbain avec des pouvoirs d'achat relativement confortables, en situation de donner des leçons à des gens qui galèrent un peu. Donc, il faut se méfier de cette dimension asociale de la transition écologique. Notamment, je ne dis pas que l'écologie induit ça systématiquement, mais ça peut être un véritable risque. Et puis, ça pose quand même une vraie question. Est-ce qu'il faut renoncer à prendre l'avion et du coup renoncer aussi à une expérience de la diversité culturelle, à une expérience des décentrement, si on peut en avoir plein d'autres par ailleurs, ou alors est-ce qu'au contraire, il faut travailler de manière très forte à l'avion électrique? Je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais vous voyez ce que je veux dire. Un format qui fait qu'on peut continuer à voyager sans l'émission qui est celle de l'avion électrique. La réponse serait de dire oui, mais c'est dans la production. Donc, si on produit un avion ou un kérosène ou un avion électrique, c'est là qu'il y a la majorité de la consommation. Mais néanmoins, je pense qu'il faut être précautionneux sur cette question du renoncement et de la décroissance qui va derrière, dans la capacité à entraîner nos sociétés. Parce que la question n'est pas simplement celle des gestes individuels, même si c'est un vrai enjeu, mais ça commence par là. Mais comment est-ce que ça va suivre d'un point de vue systémique et pas simplement sous la forme de quelques pionniers qui ont pris conscience, qui ont les moyens de bouger et d'agir et qui vont dans ce sens-là, au risque de rompre avec la société. Et quelque part, est-ce qu'il ne faut pas voir aussi dans Donald Trump, dans le Brexit, dans les Gilets jaunes, des gens qui refusent de consentir à ces modèles de société que l'on décrit et qui semblent bien pensants à beaucoup, même s'ils ont tort. Néanmoins, comment est-ce que toute la société bascule dans cette direction-là et pas simplement les plus éclairés? Souvent, ces arguments, il y en a qui ne peuvent pas, sont souvent donnés par ceux qui peuvent, en fait. Et ce que je me disais, c'est que ceux qui peuvent renoncer,
il n'y aurait pas besoin de poser la question pour ceux qui ne peuvent pas renoncer. Et je pense notamment au trafic urbain où Ouais, en fait, le point où on est arrivé dans cette discussion, c'est le point de la question de l'action collective. Parce que, en fait, les gestes individuels, effectivement, c'est un premier pas, mais ça ne fait absolument pas un changement complexe. Ça initie des petits sursauts, des petits soubresauts, mais c'est pas suffisant. À un moment, quand on est engagé dans l'écologie, quand on essaie d'avoir un comportement responsable, on se rend compte qu'on est limité parce que parfois on n'a pas le choix sur tel ou tel truc et on va devoir choisir entre deux choses qui ne conviennent pas en termes de consommation. Donc, on se retrouve pris dans un modèle, donc on ne peut pas forcément bouger toutes les lignes tout seul. Et donc là, en fait, la question avec mon mari, c'est la question de faire sens collectivement, de changer les choses collectivement, et donc aussi de mettre en place des actions qui sont de l'ordre de la pression, hein, c'est-à-dire de savoir aussi signer des pétitions. Là, il y en a une en ce moment sur les panneaux publicitaires, voilà. De mettre en place des actions qui vont aussi faire réfléchir à changer les choses en termes de système dans lequel nous vivons pour pouvoir proposer des alternatives qui soient viables avec un vrai changement d'infrastructure. Donc là, c'est beaucoup de plaidoyer de la part d'organisations. On peut citer l'obsolescence programmée, on peut citer l'IT, on en fait aussi du plaidoyer. Voilà. Il y a plein d'organisations qui essaie de défendre les choses pour que ça bouge aussi en termes d'infrastructure, en fait, qu'on ait des changements qui soient vraiment systémiques. Évidemment, ça ne va jamais assez vite. Et évidemment, si vous avez de l'énergie pour faire ça, on est tous très preneurs. Donc voilà, c'est aussi la question de pouvoir pousser un peu plus loin que juste l'action individuelle et de s'engager pour que collectivement, on puisse avoir les moyens d'ambition. Je pense par exemple sur ce qui a été dit sur les transports, sur les gilets jaunes. Effectivement, on ne peut pas se déplacer aussi facilement d'un point A à un point B si l'essence est très chère, alors qu'on a un travail qui est super loin par rapport à chez soi. La façon dont fonctionne la société aujourd'hui, elle a fait qu'on a pris cette distance de déplacement qui n'existait pas forcément par le passé, et donc ça demande de réfléchir dans son ensemble à revoir les infrastructures. Le numérique, c'est des questions toutes similaires qui se posent, donc c'est vraiment des questions collectives. Pierrick, et tu auras le mot de la fin, puisqu'après il faut laisser un peu de place à Julien. Je ne sais pas. C'est là. Voilà. Bon, moi, je vais très rapide, je vais parler de ce que je connais, et ça a déjà été dit par plusieurs d'entre vous. En fait, moi, dans mon domaine de compétences, on a le choix, et c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, on a bien vu que la manière la plus efficace de limiter l'impact d'un outil digital, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible et qu'il soit de retirer toutes les fonctionnalités superflues ou qu'on va peu utiliser, etc., etc. Et c'est vrai que je pense que le mot renoncement n'est pas forcément adapté à ce choix-là qu'on peut faire en début de projet. Alors moi, c'est vrai que je ne m'adresse pas forcément tout le monde n'a pas forcément un projet de refonte d'outils sous la main, mais voilà. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, c'est vrai que c'est vraiment la première chose qu'on met sur la table avec le client, et qu'est-ce qui est indispensable au bon fonctionnement de l'outil et qui va répondre aux attentes de la cible de cet outil-là. Et on se rend compte que le cahier des charges, on peut le faire maigrir de 20% sans trop de difficultés. Et ça, c'est pour le coup, et ça, c'est un vrai choix. C'est pas forcément un renoncement, parce que finalement, la conséquence de ça, souvent, c'est que l'énergie qu'on dépense pas dans ces actions, dans ces fonctionnalités un peu bullshit, finalement, on peut la déployer sur des choses qui sont vraiment essentielles, vraiment importantes, et donc du coup de produire un outil qui est de meilleure qualité et qui est bien plus efficient. Donc avant de parler du renoncement, se poser la question de l'alternative, déjà. Et après, de ce qu'on veut vraiment, de ce qui est vraiment important. Ouais.
En tout cas, merci à tous pour votre présence, votre pédagogie et puis votre engagement. Alors, Julien, est-ce que je fais partir les intervenants? Peut-être que tu ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Julien Bénard, je suis un des 3 co-directeurs de la coopérative Omnicité, donc il me revient la charge et l'honneur de remercier tous les gens qui ont contribué à cette soirée, les intervenants, parce qu'effectivement, on avait l'objectif qu'on puisse traiter cette question du numérique responsable et engagé de tous les points de vue et avec différents points de vue, et je pense que l'objectif est atteint. Il y a même eu du débat, donc là c'est encore mieux. C'était vraiment, ouais, avec un seul coup, mais finalement c'est pas plus mal. Je voulais remercier Patrice pour l'accueil. On a été partenaires il y a quelques années, et en fait c'est bien de se dire que quelques années plus tard, on continue à faire des choses ensemble. Vous tous pour votre présence et pour vos participations. Alors on aurait aimé donner la parole à plein de gens. Quand on a annoncé le sujet, tout le monde nous a dit « Ah, moi je connais un tel, moi je fais ci, moi je fais ça ». Et donc du coup, si vous avez des initiatives intéressantes que vous voulez partager, on en parle dans la soirée. Vous voulez nous voir, vous pouvez venir voir notamment Estelle et Angélique, et on pourra faire une petite vidéo interview qu'on pourra diffuser derrière pour donner la parole et pour continuer à montrer d'autres initiatives, et qu'en fait ça ne s'arrête pas à cette soirée. Et qu'on puisse continuer à parler du sujet dans les semaines et les mois à venir. Je voulais aussi remercier toute l'équipe d'Omnicité, parce que parfois on lance des petits défis un peu impossibles, où on se dit tiens, on suit des objectifs, on va rassembler plusieurs dizaines, une centaine de personnes sur cette soirée, et parfois un peu court dans les délais. Ou alors on se dit tiens, il faudrait qu'on fasse ça 3 jours avant. Et voilà, et là pour l'anecdote, toute l'équipe était mobilisée hier et aujourd'hui sur un salon entrepreneuriat à Porte-Maillot. On a décidé de faire ça mercredi dernier. Voilà. Donc je pense qu'il mérite tous les remerciements. Pour les entrepreneurs de l'Omnicité, et pour ceux qui éventuellement peuvent venir réfléchissent à la coopérative, on voulait aussi profiter de cette soirée pour dévoiler notre nouvelle intranet, le site communauté. Donc, on est un petit peu en retard sur le projet, mais c'est pas grave. On a à disposition, vous pourrez venir les voir, on a les maquettes, on pourra vous présenter un peu l'état d'esprit dans lequel le site a été construit et conçu, et donner un aperçu, un avant-goût des fonctionnalités qui arrivent. Et pour terminer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez tous des petites vignettes. Parce que souvent, c'est un peu une tradition dans nos nocturnes, on fait travailler les gens à la fin. Ne pensez pas que vous êtes venus juste là pour écouter des gens passionnants, boire un verre et manger quelque chose. L'idée, c'est que justement, vous vous retrouviez entre vignettes de couleurs, et que vous puissiez vous retrouver en haut entre groupes de la même couleur, et que vous puissiez plancher 5-10 minutes sur votre définition du numérique responsable et engagé, et que vous allez l'afficher sur un mur. Comme ça, après, on pourra partager tout ça. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, il y avait une... Je ne sais pas pour une question, c'est merci beaucoup aussi, bien sûr. Il y a eu un oubli, mais c'était quand même le sujet abordé sur l'invisibilité, c'est les nettoyeurs du web, et je vous invite à regarder un documentaire sur Arte actuellement, les nettoyeurs du web. Bon, voilà, on fera passer l'info derrière. Un autre ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Ralentir ou périr, sur la décroissance de Timothée Paris. Je n'ai pas encore lu, mais ça a l'air vachement. Il y aura un petit mail post-nocturne avec toutes